Bonjour, alors ça tourne. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, nous allons parler de musique et littérature, parce que les parfums, les sons, les couleurs et les sons se répondent. Et voilà, je connais juste le thème que tu m'as spécifié il y a 5 minutes. Et effectivement, c'est ta manière de le traiter qui est particulièrement intéressante. À toi, Dominique, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour Émeric. Oui, je suis désolé de t'avoir donné le thème un peu tardivement, mais c'est parce que, enfin, comme je dis à mes amis, ne le répétez pas, je suis trop sollicité. Ça fait très, ça fait très Tant mieux. autosatisfaction narcissique, mais en fait, je, je précise tout de suite que je râle, mais je ne me plains pas. Je préfère ça, n'est-ce pas, que manger des chips devant ma télé sans que personne me demande de faire une causerie. Oui, j'ai été en communication Zoom hier soir avec Saint-Dizier très tard, et puis du coup, j'ai pas pensé à t'envoyer le thème comme promis. Et donc, tu viens de le résumer Parler avec des bragards, alors. d'une manière, oui, avec les bras. Et tu connais les bragas, absolument. Voilà. C'est Tiens, l'idée. un dernier essai technique, essaie de couper ton téléphone portable. Peut-être que c'est ça qui crée des interférences. Ben, il est pas. Bon, bah, s'il n'est pas branché. Je vais l'éteindre carrément, hein. Voilà, voilà. On a un petit problème de son en régie, on va dire. Alors, je vais vérifier Je que pense que la tout le monde a table. compris qu'on n'avait pas de régie, mais Je vais vérifier que la tablette aussi est coupée parce que ni c'est régie maintenant. ni maître. Non, non, bon, écoute, oui. Une seconde, hein. Je vais couper complètement aussi la tablette, on ne sait jamais. Peut-être que je crois qu'elle est éteinte alors que, bon, bref. Donc, je suis désolé. Moi aussi. Tu as entendu le robot? Ah, c'est le robot qui était désolé. Oui, je suis désolé. Ils disent qu'ils peuvent nous rendre tous les services, répondre à toutes les questions dès que tu en as besoin. Je suis désolé, je ne peux pas, je réponds. C'est un problème informatique. Voilà, voilà. Ça va mieux là, peut-être? Ça va un petit peu mieux. Donc, mais alors, de toute façon, j'annonce pour les auditeurs qui ne seraient pas découragés par ce son-là et que la prochaine, de toute façon, sera sur un autre ordinateur donc, de ta part. Donc, il n'y aura sans doute pas de problème de son. Donc, bon, le problème de. Bon, Bon. Est-ce que tu regardes dans les yeux là? oui, 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 tout à fait. Donc, tu peux Bon. y aller, cher ami. D'accord, parce que là, il faut que je me fixe sur la caméra. Oui, donc tu as assez bien résumé le thème, pardon pour ces aléas logistiques. C'est en comparant divers textes, on n'est plus en musique, on est en écriture, en littérature. J'aime pas trop dire littérature parce qu'on ne sait jamais si c'est dans le sens péjoratif auquel l'emploie Verlaine quand il fait l'éloge de la poésie, et en disant à la fin tout le Tout le reste est reste, c'est littérature. littérature, oui. Bon, mais si on prend par contre dans le sens sérieux, disons à lacanien, c'est-à-dire tout ce qui est l'effet de la lettre, l'écriture, de l'engramme, depuis, la, depuis la Mésopotamie, la Chine ou les pharaons, pour que personne ne soit jaloux. Bon, voir l'Afrique, hein, il y en a qui disent que l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le continent où il y a le moins d'écriture, qui aurait commencé l'écriture. Nous ne tranchons pas tous ces sujets délicats qui courent pour occulter les luttes de classe. On essaye de faire la guerre civile des identités, n'est-ce pas? Mhm. Sexuelle, générique, ethnique, Ah, ça se divise à l'infini, c'est sûr. ne tombons pas là-dedans. La musique en a souvent été victime, n'est-ce pas? Quelquefois, ça a été bien pour le compositeur. Je pense à Berlioz faisant sa tournée européenne et à Budapest, il a joué sa marche du Rákóczi, extrait de la damnation de Faust, parce qu'à un moment donné, Faust et Méphistophélès Mhm. se promènent dans l'Empire, donc en Autriche-Hongrie. Ah oui. Et il fait la marche du Rákóczi, c'est ce truc-là, là, comment c'est. Bon, alors, on l'a trissé, tu vois, le nationalisme hongrois qui était en plein éveil au moment de l'éveil des nationalités. Voilà, ça peut être Mhm. bien des fois, mais c'est rare. En général, c'est plutôt de la baston, Mhm. l'histoire de l'aspect musical. Bon, oui, alors, je suis en littérature chez différents auteurs et il arrive, bah, et c'est pas si rare, qu'il y ait plusieurs pages, enfin de longs passages, quelquefois plusieurs pages, qui, dans le récit,
s'efforce d'exprimer quelque chose qui est entendu musicalement. Je sais pas, alors ça peut être très court. Chateaubriand dit qu'il est dans la bruyère en Hollande, pardon, en Bretagne, près de Combourg en automne, et bon, il y a le célèbre passage, célébrissime dans les mémoires d'outre-tombe. J'allais dire les confessions. Les mémoires où il entend la fameuse Grive chanter, on a dit que c'était un passage pré-proustien, la Grive qui lui rappelle tout le domaine paternel, là, la Grive qui gazouille. Et puis il entend au loin le chant d'un paysan et il dit qu'il me fit penser immédiatement que dans toute l'étendue de la terre, et c'était un grand voyageur, notre diplomate Chateaubriand, le chant de l'homme est triste. Bon, voilà, mais ça, c'est des allusions fugitives. Non, je parle de textes où carrément l'auteur essaie de restituer un morceau dans ses nuances ou dans sa progression, etc. Et en général, c'est un fiasco, quoi. Je veux dire, ça reste de la littérature, ce qui n'a rien de péjoratif ici, mais je veux dire, il parlerait d'une musique complètement différente, ce serait à peu près les mêmes mots, et il y a quelques exceptions où véritablement, par la magie de l'écriture, donc par un travail véritablement sur le texte, l'auteur arrive à restituer ce qui ne peut une impression sonore qui ne peut s'arriver que lorsqu'on est à l'écoute d'une musique pure, instrumentale, ce qui est très rare. Alors, il y a plusieurs exemples, mais je vais en prendre un, par exemple, pourquoi pas suivre bêtement l'ordre chronologique. Le plus ancien qui me vient à l'esprit, parce que ça aussi signe des temps, puisqu'après tout, à l'origine de tout notre propos, il y avait un projet d'histoire de la musique. Et on a beau le rebaptiser musicosophie, c'est quand même des musiques de l'histoire dont nous discutons toutes. Ça, je vois pas ailleurs, il y a bien des bruits, mais il n'y a qu'à partir de l'histoire humaine que les bruits deviennent des sons. Oui. C'est plus une musique de l'histoire que l'histoire de la musique, en fait. Mais... Oui, musique au pluriel en plus, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Voilà. Donc, par contre, c'est pas la musique des histoires au sens relativiste à Lévi-Strauss. Je maintiens à ce que c'est musique au pluriel de l'histoire au singulier. Des petites précisions qui sont des graines pour quelques émissions futures, pour nos entretiens. Mais oui, le texte que je prends, le premier chronologiquement, je ne remonte pas à l'Antiquité. Parce que je peux chercher en vain dans l'Antiquité un texte qui restitue tout un passage d'improvisation musicale, du luth ou de la cithare. Ça n'existe pas. Il n'y a pas encore l'importance accordée à la chose musicale, importance qui n'est accordée que très tardivement et qui commence avec l'éclosion de la modernité romantique. C'est quand même intéressant. Il y a qu'à voir la place qu'occupe la musique dans le romantisme avec un grand air, c'est-à-dire pas le français. Je ne veux pas dire du mal de Lamartine et de Vigny. C'est magnifique, les nuits de Musset, le chant la maison du berger, peut-être le chef-d'œuvre de Vigny, n'est-ce pas? Et je le dis à ceux qui sont entichés de féminisme bourgeois, lisez donc un des plus beaux hommages à la femme qu'on ait fait, qui vient d'un aristocrate apeuré des réactionnaires qui s'appelle Vigny. Quand même, oui. Mais enfin, je veux dire, le romantisme français, je vais économiser du temps avec Rimbaud, qui, avec sa forme lapidaire et géniale et précise, dit bien dans sa fameuse lettre à Paul Demny, la lettre du voyant, les romantiques ont bien vu dans quelques volumes, mais ils sont étranglés par la forme vieille. Allez, voilà. La France est trop marquée par le classicisme. L'apogée de la littérature française, c'est quand même comme par hasard le grand siècle, puis le 18e, c'est-à-dire, sauf si l'on accepte la tradition romanesque, il faut attendre le 19e pour que les Balzac et les Stendhal fassent le tour de l'Europe. Mais sinon, il y a même chez Flaubert, peut-être même surtout chez Flaubert, on reste hanté par la réussite de la langue classique. Ce qui fait que lorsqu'il s'agit d'exprimer ce qui est archi nouveau dans la sensibilité romantique, les Nordiques sont mieux placés. Les Byron, c'est une banalité ce que je dis, hein, bien sûr, les Anglais, les Allemands, les Coleridge, les Hölderlin. Et là, je vais prendre Jean-Paul, qui est sans doute le sommet de la prose. Dans le roman, c'est de loin celui qui est le mieux référencié des romantiques allemands. Je rappelle quand même, parce que là aussi, la différence avec notre romantisme français, et c'est important musicalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que Jean-Paul, c'est un contemporain, non pas de Lamartine, enfin des années 1830-1840, c'est-à-dire de l'apogée du romantisme français,
Jean-Paul, le texte qu'on va lire, il est de 1801 et c'est un texte tardif chez Jean-Paul. La plupart de ses œuvres, c'est 1791, 12. Il y a encore Robespierre à Paris, il y a encore des perruques. C'est intéressant, je veux dire. Il est de près d'une génération et demie antérieure, le romantisme, je le dis au passage. Mais c'est du coup ce qu'on appelle en Allemagne le Früh romantique, le premier jet du romantisme, qui est de loin le plus profond, qui donne Hölderlin en poésie, Jean-Paul dans la prose, Novalis. Voilà, à titre de rappel. Alors ici, pour aller droit au texte, il s'agit d'un rêve. Je rappelle, voir les études chez l'éditeur, pardon de te concurrencer, Émeric, chez José Corti, mais je suis sûr que tu as de l'affection pour un éditeur qui ressemble à Delga, courageusement, c'est-à-dire un petit éditeur qui a eu le courage d'éditer des gens refusés par Gallimard, comme Bagatelle, Proust, Grac. Donc, chez Corti, vous trouvez une très belle étude sur Jean-Paul, Le rêve et Jean-Paul, de Albert Béguin, B-E-G-U-I-N, n'est-ce pas, qui a montré que c'est quand même bien avant le Nerval, on est une génération avant. Nerval est le premier en littérature française à intégrer le rêve comme genre poétique et littéraire à part entière. Hein. Chez Rousseau, on va jusqu'à la rêverie, on ne va pas encore jusqu'au rêve, à l'onirique, hein, avec son côté pathologique et hallucinatoire. Et alors que là, c'est le cas de Jean-Paul. Mais là, on est Nerval n'est pas né. Hein. Voilà. Donc, dans ses romans, tout d'un coup, un des personnages fait un rêve. Et en restituant ce rêve, un nouveau genre littéraire apparaît, l'onirisme en littérature. Et de ces rêves, j'extrais un de ceux qui sont dans un des derniers romans de Jean-Paul qui s'appelle Flegeljahre, qu'on traduit en général en français par l'âge ingrat. Flegel veut dire fléau, en gros. Hein. Bien. Flegeljahre, l'âge ingrat, où je ne vais pas m'attarder sur le contexte, mais on retrouve toujours des thèmes fréquents chez Jean-Paul, en particulier le thème du double. Et je dis ça parce que le titre du passage s'appelle Rêve de Walt, c'est le prénom du héros, Walt, comme Walt Disney, hein, on voit bien de nouveau que c'est une Allemagne élargie. L'Amérique est une Allemagne qui swing ou l'Allemagne est une Amérique qui ne swing pas, comme on voudra, puisqu'on est en musique. Donc je reviens, Rêve de Walt, et Walt a un double qui s'appelle Wutz, Walt Wutz, il y a beaucoup d'humour chez Jean-Paul, c'est peut-être pour ça que c'est un romantique allemand qui n'est mort ni fou ni suicidé, qui a vécu longtemps. Équilibré, n'oublions pas que chez Hegel, l'humour et l'ironie sont toujours le dernier stade de tous les cycles esthétiques. Ainsi, la poésie dramatique, pas tragique, ça comprend la comédie. La poésie dramatique dans l'Antiquité grecque pour Hegel est le couronnement de toute forme esthétique, la poésie en général, la poésie dramatique en particulier, et dans la poésie dramatique, c'est le rire d'Aristophane qui résonne sur les ruines de la cité depuis qu'elle a été mise en pièces par les armées d'Alexandre d'abord et de Rome après. Hein, voilà. Pardon, toute petite objection, puisqu'on parle des Grecs, quand tu lis Hérodote, tu as des récits de rêve. Des récits de rêve qui jouent une importance clé dans le récit, puisque c'est comme pour les Grecs, quand tu révèles, c'est une prédiction de ce que tu allais vivre le lendemain. Donc, mais là, donc, l'utilisation du rêve dans le romantisme, il faudrait peut-être préciser, c'est que c'est un rêve dans lequel le personnage est totalement pris sans faire la différence avec la réalité. C'est peut-être ça l'émergence du rêve. Non, et surtout, dans l'Antiquité, c'est des rêves emblématiques, c'est-à-dire tout le monde comprend les références. Un ange m'est apparu, tu vois. On peut dire que l'Apocalypse, la vision à Patmos, c'est une rêverie éveillée. Hein, je veux dire, selon la vision vis-à-vis du sacré, on peut dire que c'est une hallucination ou au contraire une révélation, peu importe, c'est pas notre sujet. Mais c'est des références que tout le monde connaît. On voit les armées d'anges contre des démons, c'est des références culturelles communes. Ce qui est nouveau, c'est le rêve individuel avec le romantisme. D'accord, voilà. Merci. Là, bien sûr, ça surgit avec cet autre thème de la modernité qui est l'émergence de l'individu. Après tout, c'est le culte du moi qui définit quelque part. Hein, lorsque la préface des Confessions, Rousseau commence par dire « Je forme ici une entreprise qui n'eut jamais d'exemple », il dépeint un individu dans tous ses états et cet homme, ce sera moi. Moi seul, je connais les hommes. Bon, le moi, c'est le siècle du moi qui commence. Hein. Alors que Pascal, on dit le moi est haïssable, hein, sous le classicisme. Voilà, c'est les rappels à faire importants.
puisque tu me là, je rappellerai une petite progression en 3 étapes. C'est la relation au moi. Je ne vais pas faire un cours de philosophie, mais au contraire, en littérature, justement. À savoir, il y a 3 positions selon qu'on va du classicisme à la modernité liée au mot du symbolisme. J'aime pas trop ce mot-là parce qu'aucun des grands poètes, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé ne s'est proclamé symbolisme. Enfin, je préfère dire impressionniste, ça correspond mieux à l'importance de la sensation et de l'impression physique chez eux, qui prend la relève du sentiment qui est propre au romantique. Mais laissons cela. Regardons la position du moi dans chacun de ces 3 écoles. La séquence classicisme, romantisme, symbolisme ou impressionnisme. Avec 3 citations. Je viens d'en dire une. Dans le classicisme, on ne parle pas du moi. Le moi est haïssable. Le moi est haïssable. D'accord. Et puis, parce qu'il enfonce le clou, quel sot projet il a eu de se peindre. Il parle de Montaigne. D'accord. Ça se fait pas, hein, diraient les caïras dans les cités. Ça se fait pas de parler de soi. Hein, non. Voilà, l'honnête homme, il parle de quoi et de ce dont on parlait dans le salon où il est entré. Oui. Embêter les gens avec ses états d'âme personnels. Voilà, ça c'est l'honnête homme. Il faut exprimer un caractère et non pas un individu particulier avec son ici et son maintenant. Parce que le modèle à ce moment-là, c'est l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, je mets au défi n'importe quel homme, fût-il le plus cultivé, pour me dire où est le passage où Homère dit que Achille a un grain de beauté sur la narine gauche et qu'il préférait les petits pois au lard, n'est-ce pas, aux poissons grillés. On ne saura jamais. Non, non, mais on rigole, mais dans Balzac, on te dit tout ça. Oui, dans les 50 premières pages d'un roman de Balzac, on va décrire tout ce qu'il y a sur la cheminée, des comptes, des factures, je veux dire, des comptes au sens d'Hoffmann et non pas d'Hoffmann. Des factures, une perruque, des lettres d'amour chiffonnées quelque part. Tu vas tout savoir ce qu'est une montre, tout ce qu'il y a sur la cheminée. C'est comme ça. Dans cet ici, dans ce maintenant, et pour cet individu particulier, le temps qu'il faisait à ce moment-là. Ça, c'est nouveau, ça apparaît que le romantisme. Donc, le moi est haïssable. Je reprends ma progression. Antithèse, Hugo. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Donc, je vous parle de moi tant que je veux, quoi. Oui, c'est ça. Non, c'est génial, quoi. Le poète avant-garde de l'humanité, hein, c'est très hugolien, c'est magnifique. Hein. Et quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, donc c'est au contraire exactement l'inverse. Synthèse, parce que c'est une progression dialectique, vous vous en doutez que je suis en train de faire. Hein. Thèse, le moi est haïssable, antithèse, mais quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, donc je parle tout le temps de moi. D'une manière plus discrète, Nerval dirait dans Promenade des souvenirs, à la fin, c'est un texte qu'il à peine achevé, un des rares textes achevés qu'on a trouvé dans son manteau à sa mort, et il dit tout le monde n'a pas l'occasion, il commence à parler de lui, il a mis beaucoup de temps à parler de lui, Nerval, beaucoup de pudeur, hein, à la différence de Hugo, etc. Et il dit tout le monde n'a pas l'occasion de raconter son histoire, et quand chacun le ferait, ce ne serait pas un mal, l'expérience de chacun est le trésor de tous. Donc, c'est un peu la même idée que Hugo, mais d'une manière plus discrète. Voilà. Voilà pour l'antithèse. Synthèse. C'est fabuleux que fut Rimbaud, avec une sagesse. Il y en a qui, en 80 ans, n'ont pas compris ce qu'il va dire. Je est un autre. Oui, il faut parler. L'identitarisme, en tout cas, ne l'a pas compris hein, aujourd'hui. Ben voilà. Du moment, oui, il faut parler du jeu, mais pas du jeu de Narcisse. Le moi véritable est un autre, ce que la modernité, l'inconscient, la psychologie, les profondeurs, ce que Marx va appeler idéologie. Je crois être un brave homme, un philanthrope, et puis je suis en train de faire 10 000 morts à l'autre côté de la planète, hein, je veux dire, dans mon exploitation. Le jeu est un autre. Intéressant. Voilà. Donc excuse-moi, je t'ai fait perdre ton fil par rapport à ce que tu voulais dire. Non, je reprends mon fil. Mais en même temps, voilà. Jean-Paul, le rêve exprime le rêve d'un individu où on suppose qu'on connaît son vécu, son parcours irréductiblement singulier, voilà le mot que je cherchais. C'est pas ce rêve où il y a la visite d'Achille aux enfers. Hein. Bon. Donc, ou dans la Bible, l'apparition de l'ange à Tobie, hein, c'est très différent. C'est souvent vers la fin du roman que le rêve apparaît, un peu comme le mythe à la fin d'un dialogue de Platon. C'est intéressant. Bon. Et donc... comme une aporie d'ailleurs, hein, parce que c'est le même. Pardon ?
le mythe chez Platon, ça résout l'aporie. Enfin, parce que on arrive à voir. Exactement. Entre le sensible et l'intelligible, entre le temporel et l'éternel, car c'est presque toujours des mythes de l'âme chez Platon, on l'a remarqué. Mais tu ne peux pas parler de l'âme en termes phénoménaux, sauf avec le mythe. Voilà. Il y a qu'à voir le mythe de l'attelage ailé dans le Phèdre, par exemple. Hein, c'est des mythes de l'âme à chaque fois. Bon, ne nous attardons pas. Mais je ne vais pas lire tout le rêve, mais je sauterai des passages, je le situe d'abord. Je le prends d'abord au début. C'est à peine si je sais encore quel fut et où le commencement de mon rêve. On voit tout de suite l'onirisme véritable. C'est pas un rêve pensé, soi-disant j'ai rêvé ça et en fait le rêve est tellement évident. Je pense à ce film de Bergman, je crois que c'est Les Fraises Sauvages, où un héros voit tout d'un coup, il rêve qu'on ramasse un cercueil, quand on ouvre le cercueil c'est lui-même, c'est trop pensé ça. Le rêve est beaucoup plus complexe, c'est pas, et le rêve symbolise, déguise. Il y a passé de condensation et de déplacement, comme disait Freud. Hein, on ne peut rien cacher. Tu m'enlèves de la bouche, j'allais dire, le rêve est beaucoup plus allusif, elliptique dans les procédés dont tu parles, de condensation, de déplacement, de substitution. Voilà, c'est pas si gros. Tandis que là, c'est à peine si je sais encore quel fut et où le commencement de mon rêve. Pareil au chaos, le monde invisible voulait enfanter toutes choses ensemble. Donc c'est tellement confus pour l'instant au début qu'on ne peut rien dire. Mais déjà, on n'est pas loin de la musique, c'est moi qui fais la médiation là. Hein. Là, j'avoue que c'est rare chez moi, j'aime pas l'interprétation, mais j'interprète. Mais parce que je suis sûr de la suite, hein, c'est l'interprétation intertextuelle, donc c'est pas subjectif. À savoir, le monde invisible voulait enfanter toutes choses ensemble, cette espèce il n'y a pas d'image, mais c'est dynamique, on est déjà dans la musique. Dans la musique, on ferme les yeux et on l'entend, hein, c'est pas. Mais par contre, il y a du mouvement, hein. Voilà. Les figures naissaient sans cesse, les fleurs devenaient arbres, tiens, ça commençait à être figuratif, les fleurs devenaient arbres, puis se transformaient en colonnes de nuages, et à leur fête poussaient des fleurs et des visages. Donc, vous voyez, ça va très vite, ce métamorphisme. Puis, regardez la discontinuité, puis je vis une vaste mer déserte, où nageait seulement le monde. Phrase extra, où nageait seulement le monde, vous voyez, c'est contradictoire, seulement c'est réducteur, et voilà, c'est rien d'autre que le monde. Une mer déserte où nageait seulement le monde, deux points, petit œuf gris et tacheté que les flots ballottaient. De toutes choses dans ce rêve, on me disait le nom, mais je ne sais qui. Et là, ça commence. Ce qui est omniprésent dans ce rêve, c'est le facteur auditif. C'est pour ça qu'il est présent dans l'entretien. On va voir que c'est des occurrences auditives dans le rêve qui vont décider de toutes les articulations du rêve, de ces changements apparemment inattendus. En fait, c'est toujours un événement sonore qui articule les différentes parties du rêve. De toute chose dans ce rêve, on me disait le nom, ça nous rappelle ici le rapport profond qu'il y a entre musique et parole, quand même, hein, qui suppose à chaque fois le monde de l'audition. Hein. Je dis bien parole et non pas discours ou langage en général. Hein. La parole, qui est le langage en acte. Donc le langage qu'on entend et non pas qu'on lit seulement. Hein. De toute chose dans ce rêve, on me disait le nom, mais je ne sais qui. Puis un fleuve traversa la mer portant le cadavre de Vénus. Je ne m'attarde pas, il y a des visions étranges comme ça. Hein. Bon, je saute. Hein. Y a un orage qui se lève sur la mer. Bon, et puis il y a un petit phénomène inquiétant qui commence à apparaître. Donc je reprends le texte à partir de la dernière phrase du paragraphe que j'ai sauté. Et sur tout l'horizon, on voyait impassible se dresser des tours surmontées de paratonnerres éclatants. C'était ultra nouveau le paratonnerre à l'époque. Benjamin Franklin venait de l'inventer. Hein. Il y a même, c'est Robespierre qui avait plaidé pour le paratonnerre. Absolument, exactement. Voilà. Comme quoi, finalement, non, je fais une plaisanterie, hein, mais malgré tout, il a beau être un moderne, Robespierre, il reste un vieux Gaulois, il a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Avec tout le respect que je dois. En tout cas, l'autre qui voit le cadavre de Vénus, si c'est pas freudien, 100 ans avant Freud. Non, mais dans le rêve chez Jean-Paul, ça a été étudié par Albert Béguin, entre autres, dégouline de libido, de référence, mais dégouline avec cette quasi-impudeur qui est unique chez les romantiques allemands, comme ça. Hein. Bon, passons. Oui. Enfin, passons. Non, ça va revenir, donc t'inquiète pas. De manière donc, je répète, sur tout l'horizon, on voyait impassible se dresser les tours surmontées de paratonnerres éclatants, jusqu'au moment où reparurent de monstrueux nuages,
ayant la forme d'animaux féroces qui se mirent à dévorer le ciel. Là, il y a un petit côté inquiétant. Et là, attention, j'entendis alors un soupir, de nouveau un son. Et là, c'est un soupir. Hein. J'entendis alors un soupir, de pointe, tout avait disparu. Là, il est clair que c'est une différence dans la musique de scène qui ordonne toutes les autres différences. J'entendis alors un soupir, tout avait disparu. Là, je fais de l'analyse, pas l'interprétation. Je ne vis plus rien qu'une mer, donc de nouveau l'élément marin, poli, poli-ie, hein, calme, d'où surgit, sans produire une seule vague, comme la lumière à travers le verre. Surgit quoi? Et c'est souligné, enfin en italique, l'ennemi mauvaise, au féminin. On ne sait pas de qui il parle, peu importe, on est dans le rêve. Quelque chose d'hostile. Hein. Ça aussi, c'est très onirique. L'ennemi mauvaise. Depuis l'éternité, dit-elle, l'eau est plane comme de l'huile, ce qui précisément est présage de grandes tempêtes. Je dois, dit-on, te raconter le plus ancien de tous les Märchen. Et là, le traducteur a laissé le mot allemand. Le conte. Oui, Toi, tu traduis, voilà, quand tu parles à un Allemand de la rue d'aujourd'hui, pardon, tu n'es pas un Allemand de la rue. Mais mon ex-femme allemande, quand je lui disais, parce qu'elle a la meilleure méthode de comprendre un terme de philosophie, de Hegel et tout, vous demandez à un Allemand de la rue, n'est-ce pas, ça veut dire quoi ce mot-là? D'accord? Vous demandez qu'est-ce que c'est que Erscheinung, le mot qu'on traduit par phénomène en philosophie. Ils vous disent pas, ben chez Kant, non, l'homme de la rue, il dit c'est, je sais pas, un fantôme, une apparition. Il dit pas l'apparence. Il dit l'apparition. Bon, et ben là, je demande à ma femme Märchen, elle me dit c'est un conte. Toi aussi. Ben alors ça rend inexplicable ce qui va suivre. Pardon? Merde, en fait. D'abord, il y a Das traurige Meer, hein, comme on entend dans Schumann. Hein. Voilà. Le récit, Märchen, c'est le petit récit, mais alors c'est pas vraiment long, donc c'est bon. Oui, c'est un petit conte, mais même, il y a quelque chose de plus surprenant. C'est une chose, en tout cas. Un conte, c'est une chose. C'est un quelque chose. Or là, je dois, dit-on, te raconter le plus ancien de tous les Märchen. Mais as-tu passé déjà? Sous-entendu, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu dois droit aux révélations que les morts peuvent avoir? Hein. C'est pas moi qui interprète, hein, c'est parce qu'il le dit après. Son aspect était étrange. Elle était vêtue d'ondes vertes et d'écume blanche. De petites nageoires s'agitaient sur son dos, son visage était gris de mer. Et jeune pourtant, et tout parcouru de couleurs changeantes qui semblaient se combattre. Sans attendre ma réponse, l'ennemi poursuivit. Et là, comment tu peux traduire Märchen par contre? Il y avait une fois. Il était une fois un Märchen éternel, vieux, gris, sourd, aveugle. Et souvent il était envahi par le regret. Là-bas, dans les profondeurs reculées du dernier recoin de l'univers, il existe encore et parfois Dieu va vers lui pour voir s'il surnage encore et s'il regrette. Es-tu passé? Regarde alors les animaux sur la rive. Tout au long de le côté inquiétant revient comme dans le cauchemar. Hein. Tout au long de la mer polie, le rivage était couvert d'animaux féroces couchés qui dormaient mais parlaient dans leur sommeil et se racontaient mutuellement une cruelle faim et une soif sanguinaire des temps les plus anciens. De nouveau un côté très inquiétant. Avant que j'eusse pu répondre, l'ennemi me dit « Écoute cet antique écho ». Alors là, il y a une réflexion sur le son antique écho. Elle parle du mugissement des monstres. Hein. Écoute cet antique écho. Nul être encore n'a entendu le son qu'il répète. Comme si le son était la chose en soi et que ce que nous percevons, c'est seulement l'écho. Nul être n'a encore entendu le son qu'il répète. Nous entendons l'écho, mais pas le son. Très belle métaphore de la chose en soi, mais qui ici, comme dans Schopenhauer, se trouve être la musique, comme par hasard. Ce qui fait dire à Wagner, quelque part, quand il est encore sous l'influence de Schopenhauer, que l'art en général exprime l'idée, ça c'est une idée qu'on retrouve chez Hegel, une idée, mais c'est une représentation de l'idée pour aller très vite, sauf la musique, elle n'est pas une représentation, elle est directement l'idée. Bon, donc, on est un peu dans cette optique-là, c'est les thèmes. Pour l'importance de la musique dans ce courant-là, le romantisme allemand. Je reviens à des choses très précises, à ce passage incroyable. Écoute cet antique écho. Nul être n'a encore entendu le son qu'il répète. Mais quand un jour se taira l'écho, le temps sera passé. L'éternité reviendra et apportera le son.
Aussitôt que tout sera bien silencieux, j'entendrai les trois muets. J'entendrai les trois muets. Chaque ligne est surprenante dans ce texte. On peut entendre le muet. Aussitôt que tout sera silencieux, j'entendrai les trois muets. Et même le muet premier, qui se raconte à soi-même, le plus ancien des Märchen. Mais il est ce qu'il dit. Il est ce qu'il dit. Voilà, je saute tout le milieu. Tout d'un coup, je vais juste dire la transition pour montrer que c'est encore un son qui va... voilà. Mais tu n'es point passé insensé, elle s'aperçoit qu'il n'est pas mort et que donc il n'a pas écouté tous ses secrets. Donc, et avant que j'eusse répondu, ses nageoires s'étaient muées en deux grandes ailes pointues qui me donnaient des coups immérités et furieux. Tout disparut, donc de nouveau un changement dans le visuel. Tout disparut, attention, et seul chantait encore la belle harmonie. Il y a toujours un son qui reste et qui commande tout. C'est quand même extraordinaire. On dirait la bande-son aujourd'hui. La bande-son est ce qui décide de la dynamique dans tout le rêve, dans tout le récit littéraire. Donc, tout disparut, seul chantait encore la belle harmonie. Il me sembla que je tombais dans les ondes ailées d'une mer profonde comme les nuages. Avec la vitesse d'un trait, je coupais son désert immense comme les mondes, mais je ne pus passer à travers sa surface de verre. Je restais suspendu dans l'eau sombre et regardais à travers la paroi, ce qui prolonge la métaphore du verre. La paroi. Je vis alors, là c'est un nouveau passage qui plante le décor qu'il va y avoir jusqu'à la fin, je vis alors de l'autre côté, sous-entendu de la muraille de verre, de l'autre côté, proche ou lointain, je ne sais, s'étendre, et là c'est de nouveau en italique, le vrai pays. Donc le contraire de l'ennemi mauvais, c'est un facteur positif, le vrai pays, une espèce d'Eldorado onirique, largement ouvert, illuminé d'éclats crépusculaires. C'est presque ce que Hölderlin aurait appelé l'Hespérie, crépuscule. Occident, Hespérus, n'est-ce pas? C'est ce fantasme typique de l'Occident qui est le déclin, le crépuscule. Un siècle plus tard, Wagner écrira le crépuscule des dieux. Le soleil sembla jouer comme un éphémère dans ses propres rayons. Effectivement, puisque si le soleil rayonne d'une manière supérieure, on n'est pas dans le crépuscule. Le crépuscule, il faut que ses rayons déclinent. Le soleil sembla jouer comme un éphémère dans ses propres rayons et les rayons cessèrent de darder. Seuls, écoutez bien, seuls les sons légers du vrai pays flottaient encore à mes oreilles. Vous voyez, j'insiste à chaque fois sur la continuité de ce texte. Il est confus, c'est un rêve, hein. C'est pas grave si on ne comprend pas toutes les allusions qu'il fait. Le matériau est très riche et même foisonnant. Ce qui nous intéresse ici, c'est la continuité de la chose sonore et de son côté décisif dans ce qu'on pourrait appeler, pas le pitch, mais la diégèse du rêve. Hein, sa progression dramatique, quoi. Seuls les sons légers du vrai pays flottaient encore à mes oreilles. De petits nuages d'un vert doré, on a l'impression que chaque fois que le visuel revient, c'est comme presque une illustration du son précédent. Hein. Alors, c'est quoi les sons légers? Ça se traduit comment visuellement? De petits nuages d'un vert doré versaient sur le pays une pluie chaude et une lumière fluide goûtait, du verbe tomber goutte à goutte. C'est d'une charge libidinale effarante. Hein. Et une lumière fluide goûtait qui débordait des corolles des roses et des lys. C'est le rôle que joue la fleur dans le parfum, dans les roses en général. Hein. Bien, alors, c'est là où on voit que les Anglais disent que l'antidote au fascisme en Angleterre, ça a été l'humour. Et je crois aussi que l'antidote au romantisme allemand en France, ça aurait été l'humour, parce que là, dans les salons français, ça passait pas, à mon avis, là, en termes de... Enfin, c'est comme l'histoire du Vénusberg de Wagner, quoi. La montagne de Vénus, bon, bah, ça faisait rire. C'est terrible. Mais je vois que tu es au courant. Il ne faut pas trop le répéter, tellement c'est énorme, quoi. Effectivement, qu'à l'Opéra de Paris, celui qui a le plus de résonance dans le monde entier, le monde de la culture à l'époque, il voulait qu'au lieu d'appeler son opéra Tannhäuser, Chevalier Tannhäuser, ça s'appelle Le Monde Vénus.
on a Et été obligé de. le monde Vénus, ça veut dire quelque chose de très concret aussi. On a dit, Monsieur Wagner, je vous en supplie, vous êtes à Paris, je vous en supplie. Il n'y aura que des éclats de salle, tu vois. Ah bon, on va, hein. Oui, il y aura peut-être plus de public que prévu, mais bon, J'avoue, voilà. j'avoue. Mais peut-être pas avec les réactions que Wagner aurait Pas attendues. forcément, pas tous mélomanes. Peut-être l'hilarité potache, quoi, j'en sais rien. Oui, oui, c'est ça, voilà. Bon, Non, mais mais c'est parce que les albums, visiblement, étaient préservés de toute mondanité donc pour laisser libre cours à l'imaginaire. oui, Et ben c'est ce qui en c'est un fait un peu leur. document. C'est pour ça que c'est intéressant, évidemment, de lire ça. Et Tout on à lit pas assez Jean-Paul. Et d'ailleurs, je précise qu'il ne s'agit pas de Jean-Paul Sartre, mais de l'écrivain Jean-Paul. Voilà. Oui, en fait, Tout le monde le son connaissait vrai pas. nom, c'est Friedrich Richter. Oui, Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris le pseudo de Jean-Paul par hommage à Rousseau. exactement, oui. Il n'a pas osé dire Jean-Jacques, parce que Mhm. il s'est fait appeler Jean-Paul par hommage à Rousseau. Intéressant au passage. Oui, oui, tout à fait. Bon, donc, je reviens à ce passage là, où ça déborde de sensualité. Oui, tu parlais d'humour, si. Je reprends ce que tu viens de dire, je rebondis. Ce que tu viens de dire pourrait servir d'introduction à un ouvrage dont je souhaite l'apparition si quelqu'un veut s'y atteler. Je me demande si ton ami Francis Combe ne pourrait pas s'y atteler, même s'il a d'autres soucis par les temps qui courent. À savoir, un ouvrage qui reviendrait sur le couple Nerval-Heine. Deux fins de cycle du Oui, bien sûr. romantisme, Oui. c'est-à-dire où l'humour a un rôle capital. Heine, qui est détesté par les autres Allemands précisément à cause de son humour, et c'est comme par hasard le juif de la bande, d'accord, la raillerie, mais et souvent son humour est du vrai humour, pas de l'ironie, c'est-à-dire que pas un rire qui s'exerce contre l'autre, mais de l'autodérision. D'accord. Ou comme chez Nerval qui commence Sylvie, pour prendre son texte le plus connu, par cette phrase: je paraissais tous les soirs aux avant-scènes d'un théâtre en grande tenue de soupirant. Où on voit tout de suite l'autodérision et que le romantisme est passé de mode, quoi. Ça fait rigoler, quoi. Mhm. En grande tenue de soupirant. Bon. Donc voilà, je propose une étude. Heine était le meilleur ami de Nerval à Paris, et vice-versa. D'accord. Heine, le plus français des poètes allemands, Nerval, le plus allemand des poètes français. Il y a de quoi faire un livre. Je referme ma parenthèse, mais qui m'est inspirée par ta remarque sur l'antidote qu'on a en France contre le côté mortifère de l'onirique allemand, c'est l'humour. Voilà. Or, justement, quand tu dis Jean-Paul en Allemagne, pour ceux qui le connaissent, il est caractérisé par le fait que c'est un rare romantique allemand qui joue sur l'humour. Et bien avant Heine, c'est le romantisme finissant tardif. Jean-Paul, on en est au flux romantique. Voilà. Hein. Donc, je reprends le texte. On en est toujours à une pluie chaude et une lumière fluide gouttée qui débordait des corolles, des roses et des lys. Un rayon venu d'une goutte de rosée perça jusqu'à moi, parce que jusque-là, il voit tout ça à travers le verre, comme s'il n'en était pas. Un rayon venu d'une goutte de rosée perça jusqu'à moi à travers la mer obscure et plongea dans mon cœur son brûlant aiguillon. Et je n'insiste pas sur les connotations érotiques, là encore, hein, glissons. Plongea dans mon cœur son brûlant aiguillon qui se mit à y boire. Mais la musique le rafraîchissait et l'empêchait de se flétrir. Donc, pour ne pas être grillé, incendié par ce rayon de lumière, la musique vient l'aboum, comme on dit en allemand, l'abreuver et le rafraîchir, n'est-ce pas? Texte incroyable. Je m'écriais, il pleut dans le rêve, hein, il pleut là-bas d'ardentes larmes de joie. Je saute des passages. Tout dort dans le vrai pays, dis-je, mais l'amour rêve. Une étoile du matin parut, mit un baiser sur une rose blanche en bouton et fleurit avec elle. Pour l'instant, il n'y a plus de connotation sonore. Un zéphyr posa ses lèvres au sommet d'un chêne. Un son, dès qu'il y a le paysage qui est exprimé, je veux dire, on arrive très vite à l'auditif, qui ne montre plus mais qui fait entendre. Hein. Un son plus léger que tous les sons vint et baisa une fleur de mai, comme un son peut baiser une fleur. On comprend que les surréalistes aient réhabilité des auteurs comme ça. Ouais. Un son plus léger qu'une fleur de mai
Viens et plus léger que tous les sons, vint et baisa une fleur de mai dont la clochette, encore une connotation sonore, se redressa vivement. Soudain au ciel, on vit sourd d'une petite étoile qui lançait des éclairs aigus. Si on s'y perd, c'est pas grave, hein, c'est le rêve, hein, ça passe du coq à l'âne. Elle s'appelait Aurore, et un instant la mer où j'étais s'ouvrit comme de plaisir. À la place de la plaine crépusculaire, je voyais devant moi une large clarté immobile. Mais elle se reploya. Le pays crépusculaire s'éveilla, et tout se métamorphosa, car les fleurs, les étoiles, les sons, les colombes n'étaient autre chose que des enfants endormis. Donc les personnages humains commencent à apparaître. Je saute tout ce passage-là et j'en arrive à la séquence musicale la plus dense, qui termine tout le rêve, comme un fabuleux crescendo. Là, je prends une notion musicale, je l'annonce avant. Mais en face de l'aurore, personne ne devinera la suite, mais en face de l'aurore, donc en face de l'Orient, hein, en face de l'aurore se leva une aurore. Je ne connais pas de texte où il y a deux aurores qui se lèvent en même temps, à deux côtés opposés des points cardinaux. Bon. Mais en face de l'aurore se leva une aurore. Toutes deux produisaient un murmure d'instant en instant plus exaltant. Je demande ici qu'on se rappelle qu'on est contemporain de la 9e symphonie, bon sang, du retour du cœur. Mais c'est fou ce qu'on entend, où on en avait parlé dans un autre entretien ensemble, où j'avais dit qu'il y avait une espèce que le surgissement de la voix du fond du nocturne instrumental. Les instruments, je veux dire, c'est la musique pure, c'est le son pur, on voit rien, on entend, on ferme les yeux, on les entend. Et puis tout d'un coup, la voix surgit, comme si le quelqu'un venait tout d'un coup surgir au milieu de quelque chose. Et ici, on assiste au même procédé. Hein. Donc je reprends et je continue. Mais en face de l'aurore se leva une aurore. Toutes deux produisaient un murmure d'instant en instant plus exaltant, comme deux cœurs, CH bien sûr, face à face, avec des sons au lieu de couleurs, comme si des êtres mystérieux, au-delà de la terre, eussent fait monter leur chant de joie. Joie, l'hymne à la joie, quand même, je veux dire, j'invente rien, n'est-ce pas? Donc, quand je semble interpréter, c'est que je suis sûr de ce qui va suivre, je fais de l'intertextualité, hein, c'est l'analyse du texte, en fait. Hein. Comme si des êtres mystérieux, au-delà de la terre, je pense, dans la 9e, lorsque le chœur dit « Seid umschlungen Millionen », prosternez-vous millions d'êtres, n'est-ce pas? Hein? Seid umschlungen Millionen. Les chœurs des aurores se répondaient maintenant comme des tonnerres. Le crescendo est extraordinaire, n'est-ce pas? Et chaque accord en allumait un plus violent. Deux soleils allaient se lever dans le matin retentissant. Mais voici qu'à l'instant, vous voyez la progression elle est musicale, mais voici qu'à l'instant où ils allaient apparaître, les chants faiblirent, décrescendo. Et puis ce fut partout le silence. L'amour monta au levant, Psyché au couchant. On retrouve le couple Eros et Psyché. L'amour monta au levant, Psyché au couchant, ils se rejoignirent au zénith. Les deux soleils. Mince, il y a une tâche. Ah oui, les deux soleils se levèrent. Pardon, mais j'ai une inondation, le papier est un peu froissé des fois. Les deux soleils se levèrent. Ce n'était que, de nouveau, deux sons. On ne quitte pas l'univers sonore. Psyché, Eros, tout ça, ce sont des représentations phénoménales de quoi? De sons. Donc, l'amour monta au levant, je reprends un peu en arrière et j'enchaîne. Psyché au couchant, ils se rejoignirent au zénith. Les deux soleils se levèrent. Ce n'étaient que deux sons, sur fond de silence donc, deux sons très doux, deux sons qui mouraient et ressuscitaient ensemble, toi et moi. Deux syllabes, sacrées mais terribles, tirées peut-être du plus profond, du cœur sans H cette fois, et de l'éternité. Comme si Dieu se fût dit le premier mot et se fût répondu le second. Le mortel ne pouvait les entendre sans mourir. Donc il y avait raison pour Rimbaud tout à l'heure. Ah non, c'est pas toi, c'était Pierre-Alain hier qui avait fait un rapport avec, c'était pas ce texte-là, avec le génie de Rimbaud, lorsque le est en face du fait qu'ils moururent. Hein. Donc, le mortel ne pouvait les entendre sans mourir. Donc, quelque part, quand tu as raison, la chose dans ce cas, on ne peut pas la connaître, sauf si on meurt. C'est Platon, hein, l'âme, là. Bon, bref.
le mortel ne pouvait les entendre sans mourir. Je m'endormis d'un sommeil plus profond et pourtant ivre de sommeil et de mort. Il me sembla que le parfum d'un paradis traversant les airs m'enveloppait et m'empoisonnait. Alors soudain, je me retrouvais, donc c'est la fin, je le lis jusqu'au bout, sur le rivage où avait commencé mon rêve. L'ennemie mauvaise de nouveau se leva des ondes, donc elle sort toujours de la mer, celle-là, avec ses nageoires. Des ondes, mais elle tremblait comme gelée et murmura d'un geste angoissé, et montra d'un geste angoissé la mer derrière elle en disant ces mots: l'éternité est passée, l'orage vient, la mer s'agite. Je regardais et je vis que l'immensité fermentait, formant d'innombrables collines, et un ouragan montait jusqu'au ciel. Pourtant, là-bas, sur l'horizon, derrière les créneaux, une douce lumière d'aurore se levait. Mais je m'éveillais. Oui. Bah, il y a aussi cette fameuse ironie romantique dont parle Schlegel, hein, parce que Bien sûr. il y a aussi cette forme d'humour sous-jacente, disons à la fin. Hein. Ah oui, ben là, elle est un peu moins présente. Mais alors, dans ses romans, Mm. Oui, c'est carrément sardonique des fois, quoi. Je veux dire, c'est ce oui. qu'il a souhaité, certainement. Je veux dire, Mm. il avait parfaitement raison de voir le côté curatif, thérapeutique, carrément, de la prise de distance humoristique. Je crois que sans l'humour, Kafka se serait pendu Oui, tout à fait. Oui. ou Et aurait fait une dérive psychotique. quand tu vois les textes de Hegel sur Zolger, hein, Solger. voilà, là on est vraiment. Je pense que Oui, parce qu'il c'est a, pas il tout a, à fait du il a une romantisme. tendresse pour Solger. Je veux dire, il le contredit, mais quelque part, il dit c'est du sérieux. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est cet aspect éminemment dialectique de ce Tout à texte. En fait, fait. tout à fait. Et puisque tu es sur ce thème, un contemporain de Hegel, de Solger et des autres, je pense à Friedrich Schlegel. Alors, c'est lui ou Tieck, j'hésite un peu, je vérifierai. Les aphorismes, comme souvent les romantiques allemands, ils ne sont pas faits pour les œuvres de longue haleine, hein, c'est assez rare. Voilà, il s'écrit pollen au pluriel. Hein, c'est des phrases, des aphorismes, des notations. Bon. L'eau est une flamme mouillée, point, puis on passe à autre chose. Tieck, dans une de ses notations, dit ceci, Tieck ou Friedrich Schlegel, hein, je vais vérifier. Une idée, avec un I majuscule, donc un néoplatonisme, une idée est un concept poussé jusqu'à l'ironie. Ah oui, oui, c'est ça. Exactement. Bah oui, c'est à partir du concept d'ironie socratique, en fait. On est en plein dans Solger, là. Une idée est un concept poussé jusqu'à l'ironie. L'ironie, l'affection, au sens l'achèvement, Mm. l'idée, son maximum de vérité et de réalité. Quoi. D'ailleurs, c'est souvent les critiques dites matérialistes de Hegel ne comprennent pas que l'idée est une synthèse, donc une synthèse de matière, en fait. Donc le paradoxe matérialisme-idéalisme explose de ce point de vue-là. Eh ben, puisque tu en es là, je veux dire, je m'excrime à répéter, n'oubliez pas que pour Hegel, le propre de l'idée, c'est de s'extérioriser, c'est de ne pas rester une idée. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas rester intérieur. Le propre de Lynn, c'est d'exprimer sa fascination pour l'esthétique, qui est quand même son œuvre la plus longue, quelque part. L'esprit n'est pas esprit s'il ne devient pas nature, histoire. On pourrait dire oui, mais l'idée est en soi, sans laquelle il n'y aurait rien. C'est vrai que sans le gland, il n'y aurait pas le chêne. Mais bon sang, tu as déjà fait la sieste à l'ombre d'un gland, si je puis dire. Quand même. Allez, prenons un tilleul pour que ce soit moins égrillard. Mais je veux dire, les grands tilleuls qui déploient dans les petites places des vieilles villes allemandes, je veux dire. Unter den Linden, voilà. C'est bon, voilà, c'est ça. Unter den Linden, celui qui a dans le deuxième acte des maîtres chanteurs, dans cette radio où tu as l'impression qu'il ne s'est jamais rien passé de grave, ni de mal, ni de violent, et dans laquelle se déchaîne une bagarre de saloon généralisée où tout le monde se tape sur la gueule, comme une métonymie de l'histoire allemande. Ce chêne-là, je veux dire, ou ce tilleul-là, il va pas te satisfaire, tu montes une graine de tilleul. Et ben, de la même manière, l'idée qui n'est que l'idée, qui ne s'est pas extériorisée, c'est pas l'idée. Il va jusqu'à dire dans la philosophie du droit, Hegel, le concept qui n'est que le concept n'est pas le concept. Tout à fait, exactement. Donc, tu as bien raison d'insister sur ce côté-là, parce que c'est une manière
pour lui de déjouer la censure qui guette tout le temps si ce monsieur-là qui parle un peu trop souvent des idées françaises, n'est-ce pas, de la Révolution et des Lumières, est-ce qu'il n'est pas en train de pousser nos jeunes gens vers l'athéisme? La censure, c'était ça surtout qu'elle guettait. Le reste, elle s'y perdait un peu dans le sujet, le prédicat, ces trucs-là, elle était un peu noyée. Et tu sais bien, puisque c'est un de vos auteurs, que Jacques Donte disait qu'une partie, peut-être pas tout, mais une grande partie de l'obscurité proverbiale du texte hegelien serait due au fait qu'il sème la censure. Oui, tout à fait. Ah bah là, il s'oppose à Le Sourdeau, parce que Le Sourdeau a écrit un bouquin sur autocensure et compromis dans la pensée de Kant. Et au contraire, il dit que pour Hegel, non, là, on ne trouve pas du tout ce même phénomène, qu'il est particulièrement. Enfin bon, Que Hegel tape sur la table. Oui, oui, voilà, oui, c'est ça. Disons, c'est sûr Ah que ouais. par rapport à Kant, la situation n'est pas la même. Non, mais il y a des textes qui confirment les deux. Hein, je veux dire, parce que par exemple, dans la correspondance de Hegel, bon, on s'éloigne un peu de la musique, mais avec Schelling, quand ils ont 20 ans tous les trois, là, Hegel est pré-marxien, mais feuerbachien comme jamais quand il dit religion et politique se sont entendus comme larrons en foire. Celle-là, par la religion, présentant le discours que le pouvoir exigeait. Deux points, l'asservissement. C'est stable, quoi. Oui, effectivement, oui. De trouver des textes comme ça. Pour l'esprit du christianisme, oui, c'est sûr. C'est exactement ça du Feuerbach. J'en donne un cours ici parce qu'il faut le lire pour le croire. Il parle de la révolution que ne manquera pas d'apporter la philosophie kantienne dans les idées, hein, que ça va bousculer. Bon, on voit à quel point c'est comme la phrase célèbre de Schelling qui lui a écrit juste avant que Kant est le Moïse de notre nation qui nous amène vers la terre promise. Hein, vous voyez, c'est une espèce de titan pour eux. Hein. Bon. Les conséquences, dit Hegel, lettre à Schelling, 1792, les conséquences qui en découleront plongeront dans l'étonnement bien des gens. On éprouvera le vertige devant cette suprême attitude de toute philosophie par laquelle l'homme est élevé si haut. On est exactement à l'inverse de l'idéologie dominante de maintenant, avec les transgenres et la nature qui est bien au-dessus de l'homme, n'est-ce pas? L'homme est élevé si haut. Mais pourquoi est-on parvenu si tard à élever davantage la dignité de l'homme? Ça, c'est des questions. Pourquoi depuis 10 000 ans, non seulement à la fin du 18e et au début du 19e, là, mais il faut attendre la Révolution française pour que la dignité de l'homme soit enfin proclamée. C'est quand même extraordinaire, c'est contemporain de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, qui le place dans l'ordre égal de tous les esprits. Ça, c'est encore plus impie, ça veut dire l'homme, c'est comme les anges et les esprits, c'est un être sacré, hein. Je crois qu'aucun signe des temps n'est meilleur que celui-ci. C'est que l'humanité est représentée comme si digne d'estime en elle-même. C'est une preuve que le nimbe qui entourait les têtes des oppresseurs et des dieux de la terre, on y arrive, ce nimbe disparaît, cette auréole disparaît. Les philosophes démontrent cette dignité, les peuples apprendront à la sentir et ils ne se contenteront pas d'exiger leur droit à baisser dans la poussière, mais ils les reprendront. C'est exactement la récupération feuerbachienne, où les hommes doivent récupérer les trucs qu'ils avaient aliénés dans le ciel. C'est exact. Hein. Mais les peuples ne se contenteront pas d'exiger leurs droits à baisser dans la poussière, mais ils les reprendront. Il ajoute, ils se les réapproprieront. Religion et politique se sont entendus comme larrons en foire. La première, la religion, a enseigné ce que voulait le despotisme, de point le mépris de l'espèce humaine. Ça, c'est les textes. Quelle époque! Oui. Montre le livre, peut-être, pour qu'on voit la. Je ne sais pas si on voit. D'accord, oui, ok. Hegel Correspondance, la collection telle chez Gallimard, en 2 volumes, voilà. C'est une réédition d'une vieille correspondance en 3 volumes. Ouais. Et je peux le dire, c'est, puisque si on veut la référence, il faudrait que quelqu'un soit méfiant et dise c'est pas possible que Hegel ait dit ça, donc je donne la référence. Non, c'est pas ça, c'est pour que tout le monde puisse retrouver. Oui. Page 28-29, d'accord, lettre du 16 avril 1795. Je lisais 92, je m'étais trompé de 3 ans. Voilà. Oui. Donc Mozart écrit les Così fan tutte, hein, je veux dire. Exactement. Ouais. C'est drôle, hein, quand même. Hein. Bon. On est contre Rial, oui, d'ailleurs. Ben oui, voilà. Alors, autre texte, je prends donc. Alors, je passe à Proust maintenant. À moins que tu as encore.
ce qu'il faut conclure, je crois que c'est surtout ce qui est incroyable en termes de symptômes, là, c'est l'apparition justement du son comme acteur, en fait. En tout cas, enfin, c'est ça qui est totalement nouveau. C'est cette Complètement. personnification ce que tu appelles le symbolisme, en fait, par rapport au simple romantisme, hein, qui est la sensation prime sur le sentiment. Enfin, en tout cas, Bravo, bravo. Voilà. arrive en La fait dans sensation l'histoire de et littérature. ou l'impression, hein, Voilà, c'est ça. Oui, ou tout à fait. l'impression, voilà, oui, c'est ça. On en C'est voit, pas disons, des matérialiste, ça prémices. veut dire que c'est le corps qui est présent et pas seulement le cœur. Hein. Le Voilà, c'est ça. sentiment, c'est l'impression suppose le corps. Hein. Je veux dire, quand on lit Aube de Rimbaud, c'est presque que des impressions tactiles, sensorielles. Euh, Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Là, je reviens à Baudelaire, c'est l'odeur de l'encens. Là, je veux dire, une Oui. odeur, c'est pas un sentiment. Hein. Et c'est pas non plus la beauté baudelairienne qui trône dans l'azur comme un sphinx incompris, c'est aussi le corps musical, c'est-à-dire dans Ben son voilà. aspect dialectique, mouvant, voilà, d'où la musique Alors, est associée avec puisque cette. tu en es là, tu m'incites à faire des rappels convergents, si je puis dire, et qui rejoignent directement la colonne vertébrale de nos entretiens, à savoir la musique. C'est l'importance que ça a chez Rimbaud. On n'en parle pas assez. Chez Rimbaud, on pense surtout aux images, des peaux-rouges criards, les a pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleurs. Il y a une telle richesse visuelle qu'on oublie. Puis il y a le côté voyant, hein, qui est une métaphore spatiale et visuelle et non pas temporelle et auditive, qu'on oublie plusieurs choses. C'est d'abord quand il est en Éthiopie. Bref, quand il parle plus de tout ça. Pour ça, pour lui, c'est du passé. Et c'est rapporté par un voyageur qui s'est trouvé coincé avec lui à cause de la saison des pluies, donc à Harare, et qui voulait tout le temps revenir sur son passé d'écrivain. Et Rimbaud, d'assez mauvaise humeur, lui disait tout ça, c'est fini, laissez tomber. Et là, comme il est coincé, à un moment donné, Rimbaud se met à table très rapidement et il dit oui, 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 à Paris, j'ai connu tous ces cocos-là. J'ai rencontré des peintres, des acteurs, des poètes. Puis il devint silencieux, regarda au loin et dit mais pas un musicien. Premièrement. Et dans un texte qui s'appelle Barbare dans les Illuminations, hein, qui est une espèce d'extase prolongée, une illumination qu'il essaie de restituer, hein, les feux à la pluie du vent de diamant, là pour l'instant il n'y a pas de son, hein, les feux à la pluie du vent de diamant jetés par le cœur terrestre éternellement carbonisé pour nous au monde. Et là, les larmes, les sueurs, les chevelures, donc c'est toujours assez, un peu comme dans le rêve de Jean-Paul, hein, et des notations visuelles éparses comme ça, et la musique, virement des gouffres et choc des glaçons aux astres. La musique, 2 points, hein, virement des gouffres et choc des glaçons aux astres. Et troisième référence, dans Mémoire de Rimbaud, je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé, virgule, un musicien même. Voilà, cette dimension-là, tu fais bien de la rappeler. Même dans Baudelaire, elle n'est pas poussée à cet extrême. Et c'est pas simple, c'est une esthétique au sens propre, c'est-à-dire simplement une vision du monde ou un goût, c'est un rapport au monde qui a changé en fait. Tout à fait. Et un rapport au monde. Aesthésis, Et, quoi. on peut développer parce qu'on non seulement s'éloigne pas de notre sujet musical, mais on rentre dedans. Je ne sais pas si tu te rappelles que j'avais dit, est-ce l'effet de ma parano? Quand on cherche un excès de sens, c'est qu'on n'est pas loin de la parano, quelque part. Et je me demandais, je me disais, est-ce que c'était un hasard si la modernité littéraire est apparue, non pas en France, ni en Allemagne, mais, tu devines la suite, à la limite de deux, c'est-à-dire En France et en dans Allemagne. l'île Saint-Pierre, en Suisse. Ah oui, oui, pardon, oui, oui, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Bonjour, j'arrive. Je suis le facteur, pardon. Ah d'accord, moi, je suspends. Oui, Ah, on reprend parce qu'on a eu la visite de Hermès, messager des dieux. Donc, absolument, oui, oui. en Avec Olympe. des ailes dont on ne sait jamais si elles sont aux pieds ou aux fesses. Mais enfin, c'est une histoire. Hermès, dont je parlais avant-hier dans ma communication hebdomadaire de notre association, dans mon Zoom du mercredi soir, parce que je parlais de l'or du Rhin. On m'a demandé absolument d'exposer le ring, parce que de temps en temps, je fais des petites allusions dans le ring. On me dit, oh non, on veut l'histoire complète. Je ne savez pas ce qui vous attend. C'est un peu indigeste.
Et j'ai parlé du personnage de Log. C'est exactement l'Hermès allemand. Germanique, quoi. C'était le messager de Swann, quoi. Et en même temps rusé. Oui, Or, des Hermès, marchands, des voleurs, oui, c'est ça. des commerçants et des Menteurs. voleurs. Ouais, ouais. C'est les commerçants, chaque fois que tu arrives chez eux dans un lieu touristique et qu'il pleut, tu dis oh, franchement, on n'a pas de chance pour nos vacances, ils te répondent toujours la même chose. Tu n'as pas remarqué? Ah, c'est curieux, hier il faisait encore beau, sous-entendu, c'est toi qui as apporté la pluie, quoi, tu vois. Tu vois, ils sont menteurs, ils font à chaque fois croire qu'il fait toujours beau, sauf comme le jour que tu arrives, quoi. Pas de chance. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Et demain, on Voilà. est gratis. Oui. Voilà, mais souvenez-vous quand Toscane il est toujours beau, ou encore. Voilà. Bref. Donc, là, nous passons qu'est-ce que j'ai dit? À Proust. C'est ça. Alors là, le contexte est peut-être un peu plus familier à ceux qui connaissent son œuvre. C'est un extrait d'un amour de Swann, c'est-à-dire la seule partie de la recherche où c'est pas le narrateur qui parle à la première personne, mais où le héros Swann en parle à la troisième personne, hein, comme dans un roman de Flaubert ou de Balzac, etc. C'est la fin, vers la fin d'un amour de Swann, Swann a compris, même s'il a résisté longtemps à vouloir le comprendre, qu'il a perdu Odette. Hein, je passe très vite. Hein, il a perdu Odette, qu'elle l'aime plus, qu'elle lui raconte des choses, qu'elle lui ment. Enfin, bon, voilà. Et là, il se trouve bloqué dans une soirée chez la duchesse de Guermantes, une soirée où c'est presque insupportable. Il dit parce qu'il peut pas sortir de la soirée parce qu'il y a les musiciens qui ont commencé à jouer. Merveilleuse époque, enfin merveilleuse époque, merveilleux milieu, hein, où il n'y avait pas la chaîne IFI ou un son ou une sono, mais où il y avait des musiciens en chair et en os qui étaient payés par vos hôtes pour vous faire un concert pendant la soirée, n'est-ce pas? Et on ne prenait pas en général les plus mauvais. Hein. Donc, il y a un pianiste et un violoniste en train de jouer une sonate pour piano et violon. On est dans le genre instrumental et dans le genre de salon typique, la sonate, petits effectifs. Et donc, il ne peut pas, par courtoisie, sortir, faire claquer les portes et ranger. Et donc, il se trouve coincé là au milieu des gens, et c'est ça qui lui est insupportable, à qui il ne peut pas parler de son amour, parce qu'il aurait pris pour de l'enfantillage, enfin, à votre âge, mon pauvre Swann, arrêtez, c'est une greluche, votre Odette, enfin, on connaît tous ça, hein, je veux dire, on est seul avec tout ce qu'on aime, comme dit Novalis quelque part. Hein. Bon. Mais le concert recommença. Et Swann comprit qu'il ne pourrait pas s'en aller avant la fin de ce nouveau numéro du programme. Il souffrait de rester enfermé au milieu de ces gens dont la bêtise et les ridicules le frappaient d'autant plus douloureusement qu'ignorant son amour, incapable s'il l'avait connu de s'y intéresser et de faire autre chose que d'en sourire comme d'un enfantillage ou de le déplorer comme une folie, il le lui faisait apparaître sous l'aspect d'un état subjectif qui n'existait que pour lui, dont rien d'extérieur ne lui affirmait la réalité. Un petit écho à l'humour français dont je parlais tout à l'heure. Écoutez, les choses mortifères, regardez-les pour vous. Si on est entre Gaulois, franchouillards, franchement, je pousse un peu le trait là, mais quand même, il y a de ça aussi. Hein. C'est une sécurité aussi, hein, de se protéger. Bon, il souffrait surtout et au point que même le son des instruments lui donnait envie de crier. Donc, on est loin de la musique gratifiante là. Hein. De crier, de prolonger son exil dans ce lieu où Odette ne viendrait jamais et où personne ou rien ne la connaissait et d'où elle était entièrement absente. À la ligne. Mais tout à coup, ce fut comme si elle était rentrée. Et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. C'est que le violon était monté à des notes hautes, et là commence non pas un discours sur la musique, mais la musique parle. Et il y a peu d'auteurs qui savent la faire parler sur une longue séquence. C'est que le violon était monté à des notes hautes où il restait comme pour une attente qui se prolongeait sans qu'il cessât de les tenir, dans l'exaltation où il était d'apercevoir déjà l'objet de son attente qui s'approchait, et avec un effort désespéré pour tâcher de durer jusqu'à son arrivée, de l'accueillir avant d'expirer, de lui maintenir encore un moment de toutes ses dernières forces le chemin ouvert pour qu'il pût passer, comme on soutient une porte qui sans cela retomberait. Et avant que Swann eût le temps de comprendre, de se dire, c'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas. Sous-entendu, souffrirait trop. Hein,
c'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas, tous ces souvenirs du temps où Odette était éprise de lui et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, tous ces souvenirs trompés par ce brusque rayon du temps d'amour qu'ils crurent revenus, grâce à la musique, qu'ils crurent revenus, s'étaient réveillés et à tire-d'aile étaient remontés, lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Et ce n'est que le début du texte, pardon, mais c'est une splendeur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que... d'arriver à rendre ça, oui, c'est sûr. Oui, c'est petite précision pour le lecteur, c'est la sonate de Vinteuil. C'est dans le roman, c'est un musicien imaginaire, hein, comme il invente Bergotte, qui est c'est un idéal type, en fait, hein, de oui, un idéal type. Non, parce que je dis ça pour me moquer de tous ceux qui ont essayé de se dire est-ce que c'est Fauré, est-ce que c'est Franck, oui, voilà. est-ce que c'est Debussy, est-ce que c'est Saint-Saëns, enfin on a cherché de tous les côtés. C'est composé de tout ça. Je ne sais pas pourquoi, des fois c'est évident avec la sensualité de la musique que c'est du Fauré. Debussy, c'est le mystère. Fauré, c'est le charme, par exemple. Hein, tout de même. Donc, voilà, ce sont des questions oiseuses. Ça peut même être Brahms. J'avais une amie, que tu as bien connue, qui avait fait son mémoire de maîtrise en littérature sur un parallèle entre le parcours du narrateur dans la recherche, dans toute la recherche, parcours initiatique, quoi, des origines à l'accomplissement, de l'attachement à la mer, hein, comme le petit Marcel, à la guerre de 14. Et elle montrait que c'était une manière de passer musicalement de la blanche sonate, celle de Vinteuil, au rouge septuor. Que tout d'un coup, l'histoire faisait irruption à la fin. Et non plus le paysage de Combray seulement. Encore, il y avait déjà les voyelles qui prenaient de Rimbaud, qui prenaient des couleurs. Alors là, maintenant, c'est les. Voilà. Voilà. Parce que le I soit lié au sang et au pourpre, sans cracher, rire des lèvres, pas dans les voyelles, qui se rendent dans la colère ou les ivresses pénitentes. Oui. Bon. Quel génie ce gamin, quand même. Donc, voilà, sonate de Vinteuil. Je pense aussi à Brahms, parce qu'il y a des langueurs chez Brahms, des gémissements comme ça, hein, qui sont typiques. Et je pense que, tu parlais tout à l'heure à l'instant de l'humour qui nous a préservé du côté catastrophique de l'hécatombe entre folie, suicide ou les deux, voire Nerval, du romantisme en Allemagne, dans Nerval chez nous, il serait un représentant. Mais il y a une autre manière, bien française, de se protéger contre le côté mortifère et le côté le plus dangereux du romantisme, et qui montre son sérieux au romantisme, soit dit en passant, c'est le plaisir. Oui. C'est que le romantisme allemand est un romantisme d'un pays de protestants. Il ne faut quand même pas oublier, à l'heure où c'est des cultures protestantes qui dominent la planète, et qui nous imposent, tu vois, une version réactionnaire de l'écologie, car il peut y avoir une version bien sûr progressiste, un contrôle planifié, démocratique des ressources, etc. Ça, c'est autre chose. Mais là, c'est pas du tout ça. Vous consommez trop, et c'est pour ça qu'on va à la Cuba, par exemple. Ben voilà. Cuba, les ressources sont finies, ils sont sous embargo, donc ils sont forcément ils se posent la question des ressources. Je croyais qu'être moderne, c'était précisément, comme dit Coiry dans une étude célèbre sur Galilée, du monde clos à l'univers infini. Et voilà qu'on revient tout d'un coup au monde galiléen, d'un monde fini. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Donc, je constate que nous sommes victimes, que nous sommes tout le temps sous le fléau, et je dis bien le fléau, car c'est beaucoup plus violent qu'on ne croit, ce discours puritain qui vient châtier à chaque fois, c'est pas le laisser aller du plaisir. Voilà. Il y a un faux contact, excusez-moi. Voilà. Peut-être qu'on a l'explication là de l'effet Larsen. L'effet Larsen, c'est un faux contact. Alors, on m'entend là? Oui. On ne te voit plus, mais. Il y a un problème. Ah, voilà. Donc, je continue, parce que ce n'est que l'introduction. Au lieu des expressions
abstraite. Là, il creuse l'analyse. Pourquoi la musique fait cet effet plus que n'importe quelle autre forme d'expression, hein? Je donne les chapeaux d'abord. Au lieu des expressions abstraites, celles que trouve la mémoire volontaire, ce qui n'est pas le cas là, il a été surpris même, hein. Au lieu des expressions abstraites dans le style « temps où j'étais heureux »,« temps où j'étais aimé », qu'il avait souvent prononcé jusque-là sans trop souffrir, car son intelligence n'y avait enfermé du passé que de prétendus extraits qui n'en conservaient rien. Il retrouva, sous-entendu à travers la sonate, là, tout ce qui de ce bonheur perdu avait fixé à jamais la spécifique et volatile essence. Il revient. Les pétales neigeux et frisés du chrysanthème qu'elle lui avait jeté dans sa voiture, qu'il avait gardé contre ses lèvres. L'adresse en relief de la maison dorée sur la lettre où il avait lu « Ma main tremble si fort en vous écrivant ». Bon, alors là, on revient à des souvenirs personnels, c'est pas la mémoire collective, hein. Comme le rêve. Le rapprochement de ses sourcils quand elle lui avait dit d'un air suppliant « Ce n'est pas dans trop longtemps que vous me ferez signe ». Il sentit l'odeur du fer du coiffeur par lequel il se faisait relever sa brosse, pendant que l'Oridan allait chercher la petite ouvrière, n'est-ce pas? Les pluies d'orage qui tombèrent si souvent ce printemps-là, c'est pas beau ça, les pluies d'orage qui tombèrent si souvent ce printemps-là, tout ça revient en 3 notes de piano et de violon. Magie de l'univers sonore. Le retour glacial dans sa Victoria au clair de lune, Victoria est une petite diligence, un fiacre, au clair de lune, toutes les mailles d'habitude mentale, d'impression, tu disais sensation, d'impression saisonnière, de réaction cutanée, le corps est vraiment là, hein, qui avait étendu sur une suite de semaines un réseau uniforme dans lequel son corps se trouvait repris. À ce moment-là, il satisfaisait une curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs des gens qui vivent par l'amour. Il avait cru qu'il pourrait s'en tenir là, qu'il ne serait pas obligé d'en apprendre les douleurs. Comme maintenant, le charme d'Odette lui était peu de choses auprès de cette formidable terreur. Bon, je saute un peu ce passage-là, et je reprends ici. Et Swann aperçut immobile, en face de ce bonheur revécu, un malheureux qui lui fit pitié, parce qu'il le reconnut. Il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes. C'était lui-même. Quand il l'eut compris, sa pitié cessa. Mais il fut jaloux de l'autre lui-même qu'il avait aimé. Il fut jaloux de ceux dont il s'était dit souvent. Bon, passons. L'analyse de la musique reprend. Il y a dans le violon, si ne voyant pas l'instrument, on ne peut pas rapporter ce qu'on entend à son image, une analyse d'une finesse, laquelle modifie la sonorité, des accents qui lui sont si communs au violon, hein, avec certaines voix de contre-alto, qu'on a l'illusion qu'une chanteuse s'est ajoutée au concert. On lève les yeux, on ne voit que les étuis précieux comme des boîtes chinoises, mais par moments, on est encore trompé par l'appel décevant de la sirène. Parfois aussi, on croit entendre un génie captif qui se débat au fond de la docte boîte, parle du violon, matériellement parlant, ensorcelée et frémissante comme un diable dans un bénitier. Parfois, enfin, c'est dans l'air comme un être surnaturel et pur qui passe en déroulant son message invisible. Comme si les instrumentistes, beaucoup moins, jouaient la petite phrase, qu'ils n'exécutaient les rites exigés d'elle pour qu'elle apparût. Donc on continue à entendre la phrase musicale se déployer et procéder aux incantations nécessaires pour obtenir et prolonger quelques instants le prodige de son évocation. Donc il ne nous restitue pas toute la sonate, elle est toute centrée autour d'un petit passage, ce qu'il appelle la petite phrase, hein, la fameuse petite phrase, mais qui apparaît comme un bijou. Ça dit beaucoup de choses là sur l'art de l'interprétation à cette époque. Pourtant, on retrouve Debussy, c'est-à-dire qu'en fait, avec ses annotations pas excessives, mais en tout cas surabondantes, Oui, c'est-à-dire que oui. Il y a les partitions de Debussy. Le morceau justement a un côté sacralisé et il faut le faire sortir, l'invoquer plutôt que de l'exécuter. Et comme tu dis, avec des annotations qu'on ne trouve jamais avant sur les partitions. Dans les musicales, où il y a marqué céder, céder, du verbe céder à l'impératif. Hein. Il ne dit pas décrescendo. Hein.
Donc, euh, obtenir quelques instants le prodige de son évocation. Swann, qui ne pouvait pas plus la voir, la phrase, que si elle avait appartenu à un monde ultraviolet, donc encore confirmation qu'on est bien dans le monde nocturne, mais pas au sens du néant, nocturne au sens que une richesse intérieure ici, c'est pas la bigarrure extérieure. Donc, Swann qui ne pouvait pas plus la voir que si elle avait appartenu à un monde ultraviolet et qui goûtait comme le rafraîchissement d'une métamorphose dans la cécité momentanée dont il était frappé en approchant d'elle, Swann la sentait présente comme une déesse protectrice et confidente de son amour. Tous ces passages sur la cécité dans lesquels le plonge la petite phrase de Vinteuil me fait penser. Je rends un petit hommage ici, après tout, à mon amie, notre amie et camarade Caroline Champion, qui a marqué sur sa carte de visite exploratrice de saveurs. Elle est spécialiste des goûts et consultante et fait un excellent travail dans ce domaine. On avait eu des discussions intéressantes. On avait remarqué que le point commun entre le sens du goût, celui de l'odorat et celui du son, de la musique, de l'audition, c'est que dans tous les trois, on les goûte d'autant mieux qu'on ferme les yeux. Va dans un restaurant gastronomique, je sais que ça t'arrive et que tu es gourmand comme une oie. Comme quoi tu as bien raison, c'est bien français. Bon, va dans un bon restaurant et quand tu arrives tout d'un coup à un truc vraiment qui dépasse la moyenne en excellence, spontanément tu fermes les yeux. Oh là là, on ne pas goûter ça. Ça ne diminue pas, au contraire. En musique, pareil. Et pour l'odorat, pareil. Le gars ferme les yeux et cherche quelque part à l'intérieur de lui, mais où j'ai senti ça? Bon sang. C'est pas là, entre la cuisine et mon lit et la fenêtre que je vais trouver où j'ai senti ça. D'où les gros paradoxes dans l'histoire de l'opéra, en fait. Mais voilà, c'est pour ça que je fais cette interruption qui va être explicitée maintenant. Donc, la phrase, pour comprendre les pronoms, Swann la sentait présente comme une déesse protectrice et confidente de son amour, et qui, pour pouvoir arriver jusqu'à lui devant la foule et l'emmener à l'écart pour lui parler, avait revêtu le déguisement de cette apparence sonore. Et tandis qu'elle passait, toujours la petite phrase qui est le pronom sujet ici, et tandis qu'elle passait légère, apaisante et murmurait comme un parfum, lui disant ce qu'elle avait à lui dire et dont il scrutait tous les noms comme un parfum. Donc de nouveau, des sens parmi apparemment les plus immatériels. Je rappelle que tout ça est purement matériel, que les sons, s'il n'y avait pas des vibrations dans l'air, j'entendrais rien du tout et vous ne m'entendriez pas. Et que pour les parfums, si on entend une odeur, j'ai dit n'importe quoi, de rose, c'est qu'il y a réellement des molécules de la rose qui s'échappent avec la brise, etc., et qui viennent sur mes narines, je veux dire, sur mes cellules sensitives, n'oublions pas. Donc, c'est moins matériel, moins gros en matériel que le toucher ou la vue, mais c'est pas immatériel. Mais en fait, il y a une complicité, un isomorphisme entre l'immatérialité apparente des parfums, des sons et des goûts. Et tandis qu'elle passait légère, apaisante et murmurait comme un parfum, lui disant ce qu'elle avait à lui dire et dont il scrutait tous les noms, regrettant de les voir s'envoler si vite, il faisait involontairement avec ses lèvres le mouvement de baiser au passage le corps harmonieux et fuyant. On continuait dans la phrase. Il ne se sentait plus exilé et seul, puisqu'elle s'adressait à lui, lui parlait à mi-voix d'Odette. Car il n'avait plus comme autrefois l'impression qu'Odette et lui n'étaient pas connus de la petite phrase, c'est que si souvent elle avait été témoin de leur joie. Il est vrai que souvent aussi elle les avait avertis de leur fragilité. Et même alors que dans ce temps-là, il devinait de la souffrance dans son sourire, pensons à Schubert là. Quelquefois, même dans une musique apparemment gaie de Schubert, il y a une espèce de souffrance dans le sourire, ou dans Mozart, n'est-ce pas? Je pense au concerto pour clarinette où il fait des pirouettes dans le final, comme un excellent danseur qui fait un dernier numéro époustouflant avant de disparaître au public en larmes, qu'il ne veut pas qu'on voit, pudeur anti-romantique s'il en fut. Donc, alors qu'à l'époque, le final doit être flamboyant. Ben voilà, donc il ne faut pas... voilà, oui. Car il n'avait plus... une rupture de contrat, là. Eh ben oui.
Et même alors que dans ce temps-là, il devinait, ça me fait penser à Chaplin, Limelight, hein, le clown qui doit faire chaque fois le clown et cacher sa souffrance devant le public. Hein. Donc, de ces chagrins dont elle lui parlait toujours la petite phrase, dont elle lui parlait autrefois, et qu'il la voyait sans qu'il fût atteint par eux, entraîné en souriant dans son cours sinueux et rapide, de ces chagrins qui maintenant étaient devenus les siens, sans qu'il eût l'espérance d'en être jamais délivré, elle semblait, la petite phrase, elle semblait lui dire, comme jadis de son bonheur, qu'est-ce que cela? Tout cela n'est rien. Et la pensée de Swann se porta pour la première fois dans un élan de pitié et de tendresse vers ce Vinteuil, donc le compositeur, vers ce frère inconnu et sublime qui lui aussi avait du temps s'ouvrir. Qu'avait pu être sa vie? Au fond de quelle douleur avait-il puisé cette force de Dieu, cette puissance illimitée de créer? Et là, un passage très intéressant. Quand c'était la petite phrase, vous vous rappelez le début, il souffrait de voir d'être au milieu de gens qui prenaient son amour comme un enfantillage, tout ça. Hein. Bon. Quand c'était la petite phrase qui lui parlait de la vanité de ses souffrances, qu'est-ce que tout cela n'est rien. Swann trouvait de la douceur à cette même sagesse qui tout à l'heure pourtant lui avait paru intolérable quand il croyait la lire dans les visages des indifférents qui considéraient son amour comme une divagation sans importance. Ah, ça c'est intéressant, problématique. C'est que la petite phrase, voilà la solution. Au contraire, quelque opinion qu'elle pût avoir sur la brève durée de ces états de l'âme, il voyait quelque chose, non pas comme faisaient tous ces gens, de moins sérieux que la vie positive, mais au contraire de si supérieur à elle que seul il valait la peine d'être exprimé. Donc la musique ici, presque rédemptrice, hein, exprimée. Ces charmes d'une tristesse intime, c'était eux qu'elle essayait d'imiter, de recréer, jusqu'à leur essence qui est pourtant d'être incommunicable et de sembler frivole. Pardon d'être grossier, mais aujourd'hui on dit souvent chacun dans sa merde. Comme si, et ça le capitalisme, son règle, c'est que chacun de nous soit enfermé dans sa bulle et qu'il n'y ait pas de communication entre nous. C'est pas le relativisme, par exemple, en idéologie. Hein. Oui, mais ça c'est valable pour nous occidentaux, mais chez les Bororos, c'est pas. Les Bororos, ils s'en foutent que leurs enfants soient en bonne santé, qu'ils reviennent de l'école en apportant de la thune, ils s'en foutent, soi-disant, hein, qu'ils aillent voir. Bon, c'est si bien que je saute un passage, cette idée est essentielle, cette même sagesse, hein, tout cela n'est rien, hein, est insupportable quand elle vient des différents et elle est salvatrice lorsqu'elle montre que c'est qu'ils sont supérieurs et non pas que ça vaut pas le coup, qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que des chagrins d'amour. Important. Oui, il y a des choses plus importantes, mais c'est la musique, c'est pas les affaires. Donc, je saute un passage et j'en arrive à la fin. Il y a quelques analyses, c'est long, hein, il y en a 10 pages, hein, sur une phrase, une petite phrase qui doit durer quelques secondes dans la partoche, hein, dans la partition. Voilà. Voilà. Je vais terminer là-dessus, sur cette période. Vinteuil avait été l'un de ces musiciens. En sa petite phrase, quoiqu'elle présentât à la raison une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite, auquel elle donnait une force si nouvelle, si originale, que ceux qui l'avaient entendue la conservaient en eux de plein pied avec les idées de l'intelligence. Swann s'y reportait comme à une conception de l'amour et du bonheur dont immédiatement il savait aussi bien en quoi elle était particulière, comparable à nul autre sous-entendu, qu'il le savait pour la princesse de Clèves ou pour René Chateaubriand bien sûr, quand leur nom se présentait à sa mémoire. Même quand il ne pensait pas à la petite phrase, elle existait latente dans son esprit au même titre que certaines autres notions sans équivalent comme les notions de la lumière, du son, du relief, de la volupté physique, qui sont les riches possessions dont se diversifie et se pare notre domaine intérieur. Donc il y a bien besoin, on le disait pour l'idée chez Hegel qui s'extériorise, notre monde intérieur a besoin de quoi? De choses on ne peut plus extérieures, je répète la liste, n'est-ce pas, des notions sans équivalent comme la lumière, le son, le relief, la volupté physique. Dont se part notre
la richesse de notre domaine intérieur. Et là, il y a cette chute admirable qui s'élève presque jusqu'à la métaphysique. Peut-être les perdrons-nous. Peut-être s'effaceront-elles si nous retournons au néant. Proust, comme Kafka, n'a jamais été bien clair. Hein. On ne le voit pas très bien croyant à l'immortalité de l'âme, là. Hein. Peut-être. Hein. Peut-être les perdrons-nous, peut-être s'effaceront-elles si nous retournons au néant. Mais tant que nous vivons, nous ne pouvons pas plus faire que nous les ayons connus, que nous le pouvons pour quelque objet réel, que nous pouvons par exemple douter de la lumière de la lampe qu'on allume devant les objets métamorphosés de notre chambre, de s'être échappé jusqu'au souvenir de l'obscurité. Par là, la phrase de Vinteuil avait, comme tel thème de Tristan par exemple, qui nous représente aussi une certaine acquisition sentimentale, épouser notre condition mortelle. Son sort était lié à l'avenir, à la réalité de notre âme dont elle était l'un des ornements les plus particuliers, les mieux différenciés. Peut-être, oui, ça revient, peut-être est-ce le néant qui est le vrai. Et tout notre rêve est-il inexistant. Mais alors, et c'est la chute, mais alors, nous sentons qu'il faudra que ces phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui, ne soient rien non plus. Nous périrons, mais nous avons pour otage, superbe métaphore, nous avons pour otage ces captives divines. Pour parler des phrases musicales, ces captives divines, c'est superbe, n'est-ce pas? Nous avons pour je sais pas, Agamemnon avait brisé Is, captive, Pyrrhus, il a Andromaque, lui, il a une phrase musicale. Hein, on n'est plus dans la musique de fond, ça, c'est plus ça, hein, ça fait partie. Voilà. J'aime bien ces thèmes d'acquis, là, parce qu'on parle aussi d'acquis sociaux, avec toute cette résonance, il y a l'acquis du un champ sémantique homogène, on est bien d'accord. Oui, nous avons pour otage ces captives divines qui suivront notre chance. Non, et même dans les thèmes de Tristan qui sont liés à un acquis, en fait, un acquis même de patrimoine humain, en fait. C'est le mot qui prend. Il a attendu Tristan pour ça, qui nous représente aussi une certaine acquisition. Voilà, c'est ça. Parce qu'il est pris, comme disait le premier patron privé. Quand je déplorais que nos livres n'étaient pas distribués, écoutez, Pagani a été payé. Hein. Non, je parle à un éditeur, n'est-ce pas? Sale race. Je répète, et c'est la dernière phrase, nous avons pour otage ces captives divines qui suivent notre chance, et la mort, avec elle, au pluriel, a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-être même de moins probable. Voilà jusqu'où va la mort ou est ta victoire, oui. Mort ou est ta victoire, mais à la suite de l'audition d'une phrase musicale dans un salon, c'était quand même extraordinaire. Au moment où il avait envie de quitter le salon, de crier en disant « j'ai rien à foutre de tous ces cons ». Oui. C'est drôle, c'est le sommet du subjectivisme et qui rejoint en fait une sorte d'aventure humaine. En fait. Belle dialectique. Voilà. Belle dialectique. Ce qui me rappelle que dans un des livres que vous avez eu le plus de courage d'éditer, je pense au chemin de la praxis. Écoute, parce que c'est un brin. Tu justifies mon métier, mais tu es en train de te faire carrément l'avocat du fond. Hein, bravo. Oui. Non, mais calme bloc ici-bas, je suis d'un désastre obscur. Là, on se demande d'où. Il est arraché à la maladie, à la mort, à la prison dans laquelle le tenait l'establishment philosophique, idéologique parisien, etc. Or, dedans, il veut réhabiliter la subjectivité contre le subjectivisme. Bien vu. Bravo. Ouais, ça, très belle dialectique. Ça aussi, c'est pas très loin du projet hegelien. Fait reconnaître les droits du sujet. Je voudrais terminer là-dessus notre entretien. Mais oui, parce que quand on dit jeu à nôtre, ça ne veut pas dire qu'on nie le jeu. Ça veut dire qu'on le trouve. Merci, voilà. Merci. Et je voudrais un jour, j'ai l'air de passer du coq à l'âne, pas du tout, je prolonge, mais enfin, je le développerai plus tard, c'est une variante du même thème. Mais je voudrais un jour prendre comme thème de réflexion philosophique une réhabilitation de la téléologie. Ce qui paraît scandaleux, archaïque, régressif. Pas du tout. Ce qui serait régressif, c'est de réhabiliter une finalité dans la nature. Une finalité. Je laisse entre parenthèses savoir s'il y a une dialectique de la nature, mais la finalité, que la pierre tombe parce qu'elle veut rejoindre son lieu naturel, ça, comme dirait Nerval, il ne faut pas exagérer, l'ignorance ne s'apprend pas. Comme si on pensait que la Terre pouvait être cubique. Par contre,
je vais dire. Tu viens de le dire. Si on fait un vrai procès du finalisme pré-galiléen, je commence par là, pour revenir après à notre histoire de musique, pré-galiléen, la vraie analyse, c'est pas de dire, mais c'est une connerie ça, ce finalisme, ça c'est du Voltaire. La religion, c'est une connerie, c'est une erreur. On a à peine esquissé le sujet. La vérité, la vraie analyse, c'est celle qui va montrer pourquoi pendant des millénaires on a fait cette erreur-là, bon sang. Pourquoi la science, c'est presque miraculeux qu'elle ait réussi à émerger quand on voit tous les obstacles. C'est quand même un des thèmes de Bachelard, l'obstacle épistémologique. Qu'est-ce qui fait obstacle à la science? C'est pas la bêtise, car ça c'est une tautologie. Pourquoi l'opium fait dormir? Il y a une vertu dormitive. Pourquoi je suis pas un bon savant? Parce que je suis un con, un idiot. De naissance sans doute, c'est dans mes gènes. On n'explique rien, c'est de la tautologie. Par contre, la notion d'idéologie chez Marx permet de comprendre que les Grecs ne pouvaient pas instituer une physique parce qu'il y avait l'esclave. Ils n'avaient pas besoin de rendre, comme le dit Descartes, l'homme maître et possesseur de la nature et à faciliter le travail des hommes. Sous-entendu par la machine, par les arts mécaniques, comme il dit. On n'avait pas besoin de physique. Au point qu'Aristote se surprend à dire lui-même avec cette espèce de cynisme tranquille du monde esclavagiste, si les navettes tissaient toutes seules, on n'aurait pas besoin d'esclaves. Là-dessus, il est plus grec et plus conservateur que Platon, qui pourtant est un peu avant lui, que Platon, qui dans la République supprime l'esclave. Soit dit en passant, je rappelle au passage. Oui, ça, on ne le dit pas, c'est encore lui le totalitaire. Voilà. Dans Ménon, il montre que l'esclave au savoir absolu s'il est bien interrogé, n'est-ce pas? Et dans la République, il y a plus d'esclaves. Mais c'est pas mon sujet, je laisse ça de côté. Ce qu'il faut retenir. Téléologie. Oui, finalisme. C'est que la finalité, pardon, pas le finalisme. Finalisme, on pense justement à l'impetus, à l'inclination de la pierre qui tombe, c'est pas ça du tout. La vraie analyse consiste à dire qu'il y a un déplacement au sens freudien, que nous vivons tellement dans un monde fabriqué par l'homme, par la praxis, par ce qui fait dire à Marx, ce qui distingue tout de suite l'architecte le plus malhabile de l'abeille la plus experte, l'architecte de sa maison dans la tête. Voilà une téléologie. C'est-à-dire qu'il a une représentation, une fin, dirait Kant, mais qui tant qu'elle reste qu'une fin, comme on disait l'idée tout à l'heure, est oiseuse. J'habite pas dans une maison sur plan. Je ne suis pas en sécurité dans une maison sur plan. Il faut que je la réalise dans la réalité. D'accord? Et c'est ce qui fait que l'instrument dont se sert le singe, quelquefois avec beaucoup d'habileté, pour faire tomber un fruit ou pour casser une noix, un caillou, n'est pas l'outil, ce que Trandukta aurait très bien montré, par exemple. Bon, mais je sème quelques graines pour des débats futurs. Par contre, je réhabilite la téléologie parce qu'on est en train de dire l'homme a eu tort d'imputer une finalité aux êtres naturels qui sont mécaniques et aveugles, qui se poursuivent. C'est pas parce que la Lune est amoureuse de la Terre qu'elle reste là au lieu d'aller faire un petit tour autour de Saturne. D'accord? Elle n'a pas le choix. C'est parce que la masse de Lune est plus grosse, c'est mécanique. C'est un rapport de force. La première chose qu'on apprend dans un cours de physique, c'est la notion de force, d'énergie, on dirait aujourd'hui. Et tous les autres concepts sont construits à partir, comme un jeu de Lego, du concept de force. Force sur la distance, par unité de temps, c'est la puissance, et ainsi de suite. Bon. Donc j'insiste beaucoup. L'analyse n'est pas terminée. Parce qu'ici, l'erreur ne consiste pas à dire qu'il y a une finalité, mais à la déplacer dans la nature. Il faut donc la replacer là où elle est légitime, dans le monde humain et historique. Voilà pourquoi je dis qu'il faut réhabiliter la notion de téléologie. Sinon, on reste victime des sciences cognitives, du néopositivisme et de l'empirisme analytique. Exactement. Oui. C'est-à-dire, et là je suis très grave, non, je ne suis pas paranoïaque, du néofascisme, d'un danger du néofascisme. Je n'ai jamais dit que Wittgenstein ou Russell étaient des néofascistes. Après toi, il mérite avec Sartre de fonder le tribunal contre les crimes de guerre au Vietnam. C'est pas la question. Mais ça laisse le champ libre à quoi? À ce qu'on appelle, dans la tradition idéaliste allemande, à laquelle Marx rend hommage dans la troisième thèse sur Feuerbach, quand il dit au moins l'idéalisme a eu le mérite d'insister sur la Tätigkeit, l'activité du sujet. Voilà ce que je suis en train de réhabiliter, l'activité du sujet. Ce n'est pas une activité mécanique précisément, en tant que c'est un sujet et non pas un objet, justement.
à savoir qu'il faut restituer ce mouvement, ne pas laisser aux sciences dites dures, qui sont en fait des sciences de la nature, si l'on accepte les mathématiques, hein, il ne faut pas leur laisser l'exclusivité. Et là, j'y arrive, parce que la faculté qui est à l'œuvre dans les sciences de la nature, c'est celle que Kant et même nous appelons encore l'entendement, le Verstand, certainement pas le Vernunft, la raison, qui est la faculté des fins, justement. Quand on étudie des objets, quand on étudie pourquoi il y a une supernova qui explose parce qu'il y a les forces gravitationnelles qui ont fait imploser l'étoile, bon, je veux dire, sur sa propre masse s'effondre, on n'est pas dans le finalisme, là. Là, c'est purement mécanique, parce qu'on parle des objets. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a aucun intérêt pour lesquels les Américains ont fait 3 millions de morts au Vietnam. Mais justement, en fait, c'est parce qu'il y a une dialectique entre liberté et nécessité, puisque le même assigne une sorte de schéma directionnel qui est le fait de la nécessité pour celui de la liberté. C'est parce que, précisément, justement, on sort du règne naturel, mais le fait même de sortir de la nécessité de l'antifinalisme permet, et lui-même, un finalisme. C'est parce qu'on se pose comme fin, justement, la volonté même d'imaginer une fin est quelque chose qui s'oppose justement à cette nécessité. Et donc ça, c'est une... Mais voilà. Donc je m'éloigne peut-être de la chose musicale, mais tout de même, je résume ceci par 3 grands volets. Si l'on résume l'aspect de cette problématique dans toute l'Antiquité, je dirais l'impérialisme finaliste philosophique. Aristote, Platon, négligent leur différence. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une seule discipline, la philosophie, une seule science, et toutes les autres sciences sont des parties de la philosophie. Aristote le dit très clairement dans le 4e livre de la métaphysique. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être, et elle ne ressemble à aucune des sciences dites particulières, car chacune d'elles, la mathématique, la biologie, etc., chacune d'elles découpe dans cette science une partie et raisonne sur les attributs qui lui appartiennent. Voilà. Donc il y a un impérialisme de la philosophie. Et comme tout impérialisme, je suis en train de faire ma transition deuxièmement, ça suscite des guerres d'indépendance. La mathématique va se tailler la première avec Euclide, de la philosophie. D'accord ? 15 siècles plus tard, la physique va dire ciao. D'accord ? Ici, on est dans les équations, on n'est plus dans la métaphysique. Puis la chimie, puis la biologie, etc. Et donc, à l'impérialisme philosophique va succéder, antithèse, un impérialisme non pas scientifique, mais scientiste. Que les sciences dures et le positivisme, voilà, tout doit s'expliquer, y compris les sciences humaines et l'histoire, sur le modèle de la physique et de la chimie. Et il y avait, dans le Troisième Reich, de très grands savants, de très bons chimistes, biologistes, qui étaient de fiefs et coquins, par ailleurs, au niveau politique et moral. Oui, avec un réductionnisme. C'est là qu'on voit l'erreur de faire toujours, dans un certain écologisme, le procès des moyens, de la techné, je pense à Heidegger en particulier, n'est-ce pas ? Comme si, quand je tue quelqu'un, c'est le couteau qu'on envoyait en tôle. Non! Avec le même couteau, j'aurais pu te sauver la vie d'une péritonite, d'une crise d'appendicite aiguë. Quand même. Donc, encore une fois, je veux dire, c'est pas tout de dire la finalité, le finalisme. Galilée, c'est l'ancien monde pré-scientifique, naïf, spéculatif, tout ce qu'on voudra. On a raison, à condition de replacer la finalité là où elle existe de droit, et d'où elle avait été déplacée par aliénation. On avait aliéné nos propres visées en tant qu'hommes aux astres, j'en sais rien, moi. Alors, le mal qu'a eu Galilée pour faire comprendre qu'il y avait des montagnes sur la Lune. Comment des aspérités? Mais la Lune, c'est un dieu, c'est lisse, ça ne peut pas être. D'accord? Quand même, hein? On voit bien la conception finaliste de la nature que je récuse, mais je replace la finalité. Voilà, je referme cette longue parenthèse, mais c'est important un jour de faire une intervention sur, et tu l'as très bien dit, sur la téléologie, parce que c'est une manière de faire une réconciliation dialectique du hasard et de la nécessité, de la liberté et du déterminisme.
Mais et en tout cas, je ne crois pas qu'on se soit tellement éloigné de la musique, parce que justement, si la musique manque à notre désir, c'est parce que justement, on ne vient pas assez le gagner. Hein, et c'est justement par cette musique-là qu'on retrouve en fait, cette notion finalement de finalité. Est-ce que ton exemple de Solar de Venteuil, en fait, où il se retrouve lui-même, hein, d'une certaine manière, dans ce Oui. en fait, qui était une sorte de rhapsodie, Alors qu'il s'était oublié. voilà, ce qui s'était oublié. Il retrouve la vérité en fait de son propre parcours en fait, hein, parce que c'est Tout à pas fait, tout à fait, tout à voilà. fait. Donc La il y a réalité ne se forme que dans la mémoire. exactement, voilà, ben, tout ça, effectivement, bon bah ça, je pense, que ça nous Eh fait ben, écoute, ce que tu beaucoup viens de de dire bien. fait une excellente conclusion, hein. Oui, voilà, Après, c'était si la réalité ne se forme que dans la mémoire, et ici dans le cas de Proust, on en reste à la mémoire individuelle, mmh, euh, on a le droit de dire anecdotique après tout. Par contre, je veux dire, lorsque cette mémoire est collective, c'est la science de l'histoire et c'est Marx. Mais la réalité ne se forme que dans la restitution du devenir sans lequel le résultat est vide. bien. Ouais, Voilà. bah, c'est exactement ça. Bah, on va faire ça justement pour ne pas conclure et donc Et on la se dit musique est l'art du devenir, voilà. voilà, tout à fait. Bon, mais on Eh se bien, dit à la prochaine. Je pense qu'on aura réglé les problèmes de son la prochaine fois. à la prochaine sonate, la prochaine fugue, la prochaine symphonie ou la Voilà. prochaine bande jazzistique, comme on voudra. Merci pour ceux qui ont eu la patience de patience de supporter ces aléas sonores. Voilà, justement. Oui, 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 sonore et peut-être visuel. J'ai l'impression que l'image est un peu Oui, mais bleuâtre, non? ça, on n'a pas cette prétention. Mais au moins que le propos. Non, justement, je pense qu'on Oui, garde l'image on n'a pas la moi, perfection pour de poser Kubrick, parce que de Kubrick qui filmait la lumière des bougies on d'or. est assez loin de ça. Oui, mais je demande s'il ne devrait pas refuser d'être filmé dans ces conditions. Allez, je Allez, coupe et je te reprends en privé.